Merci de bien vouloir prendre place pour que nous puissions reprendre notre programme. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre place maintenant et vous asseoir. And we are all connected like tides around the world, being pushed and pulled by an unseen force that stretches out to the moon. To the moon. Tu prends le micro. To the moon. To the moon. Le silence c'est fait, hein, C'est finalement. magique, Quand c'est tu magique ce apparais. truc. C'est magique. Bon, après, ces débats très éclairants, à la fois pour notre univers, mais pas simplement pour notre univers assurantiel, mais aussi pour la société dans son entièreté, parce qu'on a quand même parlé de la protection sociale de notre pays. Et je pense que ça a éclairé, j'espère que ça a pu vous éclairer, vous donner des éléments, des arguments, et que vous, nos militants, vous pourrez aussi porter ce qui a été dit. Bien entendu, on a, nous, notre pierre à l'édifice à amener sur la réflexion, notre position, et puis bien entendu à oser la différence et à montrer notre différence. Avant que Patrick donne la parole à une équipe qui est là-bas dans le coin, avec une personne que vous connaissez tous, et il a tellement été brillant que vous le réclamez, donc il va revenir. Je voulais appeler Ludovic Mallet, qui est là, et Priscilla, et je sais qu'elle n'est pas là parce que malheureusement elle est en train de gérer une urgence. Ludovic, si tu peux venir avec nous. Je ne sais pas s'il marche le micro. J'ai fait venir Ludovic. Priscilla, ça prouve toute l'implication et tout l'investissement et est en train de solutionner une problématique. Vous savez, pour l'organisation de ce congrès, il y a deux binômes qui ont fonctionné sur deux parties différentes de l'organisation et un des binômes a été composé par mon camarade Ludo et par Priscilla. Et je voulais ici publiquement témoigner les remerciements de la fédération pour tout le boulot qui a été fait. Et ça n'a pas été facile tous les jours. Je pensais que tu allais m'offrir des fleurs. Ça aurait peut-être pu être une première. Elles vont venir. Non, ça a été... Puisqu'il la réclame, je vais lui amener. Merci, camarade. Non, juste un mot pour vous remercier d'être là. Ça a été un travail démarré il y a longtemps. Mais quand on voit la réussite... Ah, il l'a fait. Bon, j'ai plus rien à dire. Non, c'est pas pour lui, il va les transmettre à Priscilla, mais le cœur y est. Ouais, je me doute. Merci. Bon, voilà, j'en dirai pas plus. Merci à tout le monde. Ça a été un vrai travail pour nous. Mais quand on voit la réussite du congrès, on est prêt à le refaire. Merci. Après cette belle demande en mariage, on va continuer avec... Francky nous rappelait ce que nous avait raconté cet extraordinaire conteur et homme d'action qui est Philippe Croison. Mais au-delà du récit et de tout le talent qu'il a déployé, l'exemplarité,
il y a aussi quelque chose qui nous concerne plus, puisqu'il s'agit d'une application, autrement dit le quotidien aussi, et la préoccupation de Philippe et de Thierry Garot. De ce pas, je vais vous demander de venir sur scène et tu apprécieras l'humour de ce pas. Bonjour. 1, 2. Bonjour. Ça va? Bonjour. C'est marrant, c'est pas la même ambiance que l'autre jour. Hein? Il y avait un peu plus d'énergie. Vous vous rappelez, on l'avait refait, ouais. Bon, avant de commencer, j'ai un petit message à faire passer. Il y a plein de personnes... Oh, non, faut pas le regarder. À chaque fois, il me fait peur, je dis, il va me couper encore un morceau, le truc. Alors, il y en a certains d'entre vous qui sont garés sur les places pour les bus et pour les places PMR et pour les taxis. Donc juste après, si vous pouvez déplacer vos voitures, ils sont juste à la sortie, vous savez, à droite, là, tout de suite. Il y en a plein d'entre vous, il y a à peu près une trentaine, non, entre 15 et 20 voitures qui sont garées là. Et c'est très, très embêtant pour les stationnements PMR, les bus et ainsi de suite. Donc je compte sur vous, hein. Vous allez les enlever après, d'accord? Bon, cool. Alors, je vous présente, il s'appelle Thierry Garot. Bonjour, je vous présente Philippe Croison. On a créé une application qui s'appelle VIP. Vous savez, il y a 24 millions. 24 millions de personnes sont concernées par le handicap dans notre beau territoire. Qu'ils soient eux-mêmes handicapés ou alors qu'ils soient aidants. Ces 24 millions de personnes connaissent au quotidien la galère pour trouver une place de parking, trouver un restaurant accessible, un commerce accessible, et voire même une plage accessible. Et ce constat, on l'a fait dans mon bureau tous les deux, parce que je fais énormément de conférences et à chaque fois je galérais pour trouver une place de parking dans la ville où j'allais, que ce soit Bordeaux, Marseille, c'était une partie de cache-cache. Et on s'est dit, si on crée une application, et c'est comme ça qu'est né Very Important Parking. 3 mois après le lancement de l'application, on a déjà référencé des places de parking, évidemment, des toilettes accessibles, des plages accessibles, des lieux touristiques accessibles, bientôt des clubs de sport accessibles, et c'est pas fini. 7 mois après la création, et c'est là où ça devient complètement dingue, plus de 45 000 personnes ont téléchargé l'application. Ils l'utilisent en moyenne à peu près 3 fois par semaine. On a référencé à peu près 800 000 lieux accessibles à travers toute la France. Et ce qui est génial avec cette application, c'est qu'elle est participative. C'est-à-dire que tous ceux qui la téléchargent, aujourd'hui, ils s'amusent à déclarer des places de parking, à déclarer les toilettes PMR, à déclarer les commerces. Même aujourd'hui, les commerçants peuvent déclarer eux-mêmes leur commerce accessible. Parce qu'on a monté un partenariat avec la start-up d'État, Accès Libre, et donc toutes nos données sont partagées entre elles et nous. Alors c'est une application, comme vous l'aurez compris, qui est communautaire et participative. Et si on est là aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'on adresse dans notre modèle économique à la fois les collectivités locales pour l'accessibilité de la voirie publique avec leurs agents de voirie, mais également les entreprises telles que les vôtres, pour vos sociétaires, pour vos abonnés, pour vos adhérents, pour vos clients, de telle manière à ce qu'ils puissent bénéficier de cette application qui est gratuite sur l'ensemble du Play Store et de l'Apple Store, mais qu'on vous propose, en termes d'abonnement, de nous rejoindre dans cette aventure. Alors, effectivement, 45 000 abonnés utilisateurs de l'application, plus de 3 millions de vues sur les réseaux sociaux. On a fait avec Philippe 114 pages de retombées médias, et comme on vous disait, elle est gratuite. On a aussi un certain nombre de partenaires qui nous ont d'ores et déjà rejoints, comme le disait Philippe, Accès Libre, mais également les gestionnaires de parking privés comme Indigo, EFIA, Medpark à Bordeaux, la SAMES, et puis Handiplage, Tourisme et Handicap. Et on rejoint bientôt l'incubateur en fait, du monde du handicap Handilab à Paris, pour lequel on a été sélectionné. Merci. Tout ceci en seulement 5 mois. C'est-à-dire qu'on est véritablement des start-upers tous les deux. Alors ça ne se voit peut-être pas sur le principe de l'âge, mais quand même. On a obtenu également le haut patronage du ministère des Personnes âgées et des handicapés. On a rejoint le mouvement Les entreprises s'engagent. On est devenu entreprise à mission. Et je dois ici remercier aussi également, outre Francky Vincent pour son invitation, mais également Christophe Roth pour la convention qu'on a signée avec l'AGFIP également.
découvrir Very Important Parking, l'application qui Une image facilite vaut la vie 1000 des mots. personnes à Vous avez ici le mobilité descriptif de l'application. On vous laisse un instant regarder. Rendez-vous sur l'App Store ou sur Google Play et recherchez Very Important Parking. L'application est gratuite, vous avez juste à la télécharger. Une fois sur l'application, vous pouvez choisir les filtres qui vous intéressent dans votre recherche et ils sont nombreux. Places de parking, toilettes, commerce, éducation, santé, services publics, tourisme et même les plages. Vous pouvez parcourir les alentours du lieu où vous vous trouvez ou bien chercher une adresse précise. Avec les filtres, vous retrouverez ainsi facilement tous les lieux accessibles PMR à proximité de votre destination. Une fois la place de parking trouvée, vous pouvez directement naviguer jusqu'à elle puisque Very Important Parking est relié à vos applications GPS. Indiquez ensuite à l'application lorsque vous êtes garé et pour combien de temps pour être notifié avant que le temps ne s'écoule. Et parce que Very Important Parking est une organisation collaborative, vous pouvez ajouter une photo et un avis sur la place de parking pour aider les autres utilisateurs à se garer simplement. Vous pouvez même déclarer un élément, place de parking publique ou privée, toilette, il vous suffit de prendre une photo et le tour est joué. Avec Very Important Parking, localisez, naviguez et contribuez. Voilà, tout simplement. Alors effectivement, vous êtes très nombreux dans cette salle. On vous a mis un QR code. Philippe? Ouais, alors là, sortez vos appareils photo. Alors je vous regarde, hein. Attends, je me rapproche parce que sortez bien vos appareils photo. Voilà, flashez le QR code. Vous allez tomber directement sur le site internet. Vous allez pouvoir télécharger l'application. Elle est 100% gratuite. Vous allez pouvoir la partager. Et vous savez, ce qui est important dans cette application, c'est qu'elle est pour les personnes, handicapées, pour les aidants, mais elle est aussi pour les personnes âgées. Elle est aussi pour ceux qui ont une contrainte, qui ont la jambe dans le plâtre ou ainsi de suite. Ils en ont besoin. Les parents, avec des poussettes par exemple, ben, ils ont besoin d'accessibilité. Vous savez, quand on parle d'accessibilité universelle, parce que c'est vraiment ce qui nous tient, on a créé le WES de l'accessibilité universelle. C'est aussi bête que ça. Ça n'existait pas. Avant qu'on l'invente, ça n'existait pas. Donc c'était vraiment chouette, quoi. Donc on est vraiment parti là-dedans. Et là où on est vraiment ému, c'est que voilà, c'est le nombre de personnes qui l'ont téléchargé, plus de 45 000 en à peine 5 mois. C'est juste incroyable. Il y a un besoin. On a répondu à ce besoin. Et maintenant, on a besoin de vous pour continuer l'aventure. Et ça, c'est hyper important. Un dernier complément. L'application est déjà traduite en 8 langues. On s'implante en Suisse en janvier 2025. On continue notre déploiement au niveau des entreprises et des collectivités locales. Donc, vous êtes tous aussi en situation de responsabilité aujourd'hui. Donc, moi, je serai sur le stand tout à l'heure VIP dans le club partenaire et je vous y accueillerai avec beaucoup de plaisir. Attends, j'ai une information. Ah oui? Ouais, Laquelle? on me dit à l'oreillette qu'on a les plaques d'immatriculation de tous ceux qui sont garés sur les places. Donc... Ah oui, c'est ça, oui. Donc allez-y. Non, mais voilà, on compte sur vous. C'était hyper important. Merci, Francky, de nous avoir invités, de parler de l'application, parce qu'on a vraiment besoin de vous, de toutes les compagnies d'assurance, de dire, voilà, c'est pour vos clients, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Enfin, c'est un moment de partage, quoi. Tout ça, on a besoin de vous pour continuer l'aventure et d'aller encore plus loin, parce qu'on en a besoin. Et ça, c'est vraiment utile. Merci, les amis. Merci. Il n'y a pas des questions, non? On n'a pas non. On a le temps à 2-3 petites questions. Est-ce qu'on avait 13 minutes? Il nous reste 13 minutes, mais c'est comme tu veux. Hein. Vu que j'étais en retard, c'est comme tu veux. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Attends, j'avance que je ne vois rien du tout. Il y a des questions? On a tout bien expliqué. Hein. Oui, il y a une question, monsieur. Je voudrais savoir comment on va faire pour faciliter la vie des personnes handicapées qui prennent le métro à Paris. Oui, alors ça, c'est une autre question. Demandez à Madame Hidalgo et à Madame Pécresse. Moi, je ne sais pas mon boulot. Non, mais... non, mais il y a eu un article qui est sorti là-dessus. Ça représente quelques milliards d'euros et ils pensent faire un plan sur à peu près 20-25 ans pour que le métro soit accessible. Donc, d'ici ce temps-là, j'aurai une canne, mais je ne pourrai pas l'utiliser. Donc, mais bon, mais voilà. Donc, non, enfin, voilà. Franchement, avec VIP, même les métros, les bus, tout est dans l'application. Donc, enfin, tout ce qui est accessible. Il y a 2 lignes, mais il y avait une autre question peut-être là-haut, je crois. Non? Il n'y a plus de questions? Bon, à tout à l'heure au stand VIP, les amis. Merci. Hein. Bye. Merci, Francky. Merci. Merci, Philippe, et merci, Thierry, pour cette belle application. Effectivement, on l'avait rêvé et eux, ils l'ont fait. Et c'est quand même simplifier le quotidien de tout le monde et donc la qualité de vie. Alors, Fix,
tu vas nous faire part de ton talent et de ta méchanceté pertinente et délicate. Je suis pas méchant du tout, moi. Et on te reverra d'ailleurs en fin de journée, tu pourras te venger une deuxième fois. Mais pour l'instant, dis-nous en images tout ce que nous avons vu et en tout cas ce que nous devons retenir. Alors, contrairement aux autres fois où je suis passé sur cette scène devant vous, cette fois-ci, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Enfin, ou pas que. Parce que cette fois-ci, je vais vous présenter un autre travail. C'est le résumé du congrès en dessin, on va dire. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, au fond. J'ai essayé de ne pas faire trop petit, mais c'est un petit peu touffu quand même. Donc, congrès de la Fédération Assurance. Donc, il y a une colonne par jour. Donc, on commence... je ne sais pas s'il y a un pointeur qui permet de pointer sur la... Bon, non. Bref, on commence mardi. Il y avait le moment statutaire, donc c'était quand même vraiment le moment... Ah, merci. Merci la régie, vous êtes super fort. Donc on commence avec le moment statutaire, avec Francky qui est réélu, là, avec sa petite couronne et son drapeau Ensemble, osons la différence. Dans son discours d'intro, Francky, il a dit un truc que j'ai noté, que j'ai trouvé super chouette, c'était que vous aviez un rôle en tant que syndicat, un rôle sociétal qui était de lutter contre la fragmentation de la société. Et donc j'ai dessiné un petit chevalier CFE-CGC qui était face à un gros dragon. Après, il y a les 6 syndicats qui sont venus se présenter, unis comme les 6 doigts de la main, d'où ce dessin un peu étrange. Bon, il y a eu les rapports moraux et financiers. Vous avez dit que globalement, vous aviez plein de sous et tout allait très bien. J'ai juste dessiné un gros livre, du coup. J'ai noté un chiffre qui était que vous aviez une grosse augmentation de votre part de voix dans les élections. J'ai noté plus de 20%, mais il y a des chiffres après la virgule, je ne me souviens plus très bien. Quasiment 21, je crois. On a eu le moment recherche et développement avec donc la présentation des premiers éléments sur la thèse autour de la participation directe versus participation indirecte des salariés. Un résumé de l'impact de la nouvelle organisation du travail en 4 minutes 30 chrono qui parlait de l'intelligence artificielle, de la semaine de 4 jours, du télétravail, de l'intergénérationnel. L'idée derrière tous ces travaux de recherche et développement, c'était que ça vous permet, en tant qu'organisme social, de construire de la crédibilité et de l'influence pour peser ensuite sur ce qui se met en place dans le monde du travail. On a eu un moment ensuite où on est revenu sur l'enquête Malakoff-Médéric sur la santé des représentants du personnel. Donc ce que j'ai noté dans la partie positive en vert, c'était qu'il y avait du sens, du soutien et de la reconnaissance. Et dans la partie négative en rouge, du stress, de la fatigue et une charge de travail élevée, avec un lapin en dessous qui court dans tous les sens entre la vie professionnelle, la vie privée et puis l'engagement syndical. Et ça, il a un petit peu du mal à trouver l'équilibre entre tout ça. Alors, je ne sais pas si la régie peut descendre l'image, mais vous êtes... Bravo. On a eu ensuite le temps où on a parlé plus handicap et inclusion, avec d'abord Philippe Roth de l'AGFIP, qui nous a fait un discours hyper enlevé, donc je l'ai dessiné en leader engagé. Et puis ensuite, Philippe, qui est venu nous parler de son expérience. Donc là, c'était vraiment le temps fort émotionnel de la journée. J'ai retenu bien sûr son slogan « Tout est possible ». Son exemple assez incroyable de résilience à travers son accident et puis ses différents, tout son parcours. Alors le dessin, c'est une balle qui rebondit. C'était un symbole de résilience. J'ai noté dans son discours, j'ai attrapé cette phrase qu'à la fin, c'est le cœur qui est le patron. Et puis, un truc qu'il a répété très souvent et qui vaut dans tous les domaines professionnels, bien sûr, mais énormément dans la partie vie privée, c'est stop au non-dit. Il faut se dire les choses, sinon ça fait trop mal quand il y a des choses qui restent sous le tapis. Après, on allait se coucher. Et après, c'était mercredi. Ouais. Alors, mercredi, donc vous avez eu vos assemblées générales le matin. Donc, vous êtes réunis dans des salles. Vous vous êtes parlé de vous et vous vous êtes dit on est trop beau, on est trop fort. C'était cool. Donc c'est un moment, c'est ce qu'on appelle de la cohésion, du team building. Après l'après-midi, il y a Eric, donc le beau gosse historien à gauche là, qui aime la négo, qui est venu nous parler des techniques.
Mais pourquoi vous applaudissez? Ah, vous êtes d'accord sur le fait qu'il est beau gosse, c'est ça? Ok. Bah, Eric, je ne sais pas où tu es, mais je te laisse gérer. Bref, donc lui, il est venu nous parler des techniques des grands négociateurs de l'histoire. On aurait pu rester, je pense, 4 ou 5 heures à l'écouter parce que c'était vraiment super intéressant. J'ai noté quelques points importants. Est-ce qu'on peut descendre l'image un petit peu? Merci. Donc, on a parlé d'Yalta avec Staline en 1945. Donc, Staline, son conseil, son petit tip, c'est ne faites pas comme Roosevelt à Yalta, les gars. Préparez vos négociations. Talleyrand, en 1815, au Congrès de Vienne, lui, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il était important d'adapter sa position de négociation à la situation. Hein, on n'est pas obligatoirement fort, on peut être faible aussi. On n'est pas obligatoirement offensif, on peut être défensif aussi. Dans l'espèce de tableau, il y a différentes techniques qu'on va pouvoir utiliser, qu'Éric nous a rapidement expliqué, et qui sont expliquées beaucoup plus en détail dans son livre sur les 7 négociations qui ont fait l'histoire de France, que je vous recommande. Et puis le troisième exemple qu'on a étudié un peu plus avant, c'était Simone Veil en 1974, avec le travail de cartographie des différentes parties prenantes, autour des votes à l'Assemblée notamment. Après, on est parti explorer le Puy du Fou. Donc je vous ai fait un dessin de fou, justement, sur le Puy du Fou. Là, je me suis un petit peu arraché sur celui-ci. Ouais, donc quand je fais un beau dessin, il n'y a pas d'applaudissements et... Ça va mieux. Les amis de la régie, est-ce qu'on peut remonter un petit peu? Voilà. Alors, donc, jeudi 10 octobre. Alors, je reviens quand même sur le petit bonhomme dans le coin. Hein, donc, un punk. Hein, juste pour rappeler que l'esprit punk a régné en maître sur ce congrès. Et le nouveau slogan, c'est « No cravate, no future ». Alors... Les gens qui n'ont pas vu les dessins de mardi et mercredi ne peuvent pas comprendre, mais c'est tant pis pour vous, vous auriez dû être là au début. Donc aujourd'hui, on a fait 2 tables rondes. La première table ronde sur les codes de l'assurance. Donc là, comme je suis sur une thématique assez moyenâgeuse sur les dessins, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait un énorme codex, donc Magnus Codex Assurantis. Hein, et à côté, j'ai fait une ardoise, code de l'assurance plus code de la mutualité plus code de la sécurité sociale égale point d'interrogation. Vous avez 2 heures. Vous verrez que certains ont résolu cette addition de manière assez efficace, mais dans la suite. Et puis la deuxième table ronde, c'était le monde de l'assurance, aujourd'hui et demain. Donc là, c'est une voyante, et il y a la montée des risques, le vieillissement de la population, la transition écologique, le numérique, l'intelligence artificielle, le besoin de résilience et de solidarité, l'individualisation, etc., etc. Tout ça fait qu'on peut en parler beaucoup et de manière très savante, mais que la voyante, elle a du mal à voir quelque chose de tout à fait clair. Bref. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu? Voilà, on arrive à la fin. Donc, il y a eu la présentation de VIP, l'application pour trouver une place de parking à date TPMR et plein d'autres choses. Donc, surtout des plages, si j'ai bien compris. Et puis, on va avoir, mais alors là, je voyage dans le temps, on va avoir la conclusion de François Méril juste après, mais je ne savais pas encore ce qu'il allait dire. Donc, je lui ai juste fait dire, j'ai pas mis de cravate, mais peut-être qu'il en a une, je ne sais pas. Ah non, ça va. Ok. Alors, est-ce qu'on peut revenir à une... Merci. Donc ça, c'était la présentation un peu sérieuse. Donc ça, normalement, vous devriez pouvoir le récupérer après. Ça fait une petite synthèse de tout ce qu'on s'est raconté pendant ces 3 jours. Je voulais revenir quand même sur quelques temps forts. Alors, il y en a eu un notamment. C'était hier après-midi. Vers 17h. Un moment de doute. Un moment de doute, parce que... Ouais. Bah ouais, l'adhésion à la CFE-CGC, ça a des conséquences aussi. Hein, c'est qu'on n'a pas ses pneus et ses merguez. Et du coup, on caille des fois. Moi, j'étais avec vous sous un poncho aussi. Je peux vous dire que j'aurais bien pris un pneu, mais bon, bref. Alors, après, ce matin, moi j'ai trouvé que vraiment c'était un congrès super bien organisé. Ah, regarde, c'est super. Le lendemain matin de la soirée dansante, ils ont mis une table ronde sur les codes de l'assurance. C'est bien, on pourra dormir. Top. Est-ce que tu n'aurais pas du Doliprane?
Donc vraiment, chapeau Francky, Émilie et toute l'équipe d'organisation pour cet emploi du temps aux petits oignons. C'était parfait. Alors, donc on a eu la première table ronde et à 9h58, Joël est venu la synthétiser brillamment. Hein. Fusion des 3 codes de l'assurance égale caca. J'espère que c'est clair pour tout le monde, mais apparemment dans la salle, vous avez tous bien compris la leçon. Bravo. Alors ensuite, je voulais revenir sur cet esprit un peu punk. Donc là, c'est un récit de cet après-midi. Ouais, l'autre jour, je suis tombé sur une table ronde de directeurs qui parlaient tour à tour du métier de l'assurance en étant brillants et sans jamais se contredire. Il y en a même qui avaient des cravates. Oh putain, c'est des malades ces mecs, des vrais durs, t'as dû flipper, t'as vérifié, ils t'ont rien piqué. Bref. C'était mon résumé des tables rondes de ce matin. Je voulais venir aussi sur un moment, alors là aussi, ceux qui n'étaient pas là les 2 premiers jours ne peuvent pas comprendre, mais tant pis pour vous. À 10h34, Francky a pris le micro pour clore la 2e table ronde. Et son plus grand fan n'a pas manqué ce moment. Hein. Maître Francky, j'ai adoré cette séquence que vous avez pris le micro et fait à la fois les questions, les réponses et la conclusion. Je vous en prie, prenez-moi comme disciple. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est Kim Jong-un qui est un grand fan de Francky depuis 2 jours. Voilà, je voulais vous dire aussi que c'est un congrès qui laissera des traces. Francky, il a pas mal changé depuis le Puy du Fou. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Francky, il était sur scène avec les Vikings, avec une belle tenue orange, je crois. Tu n'avais pas de hache, ils n'ont pas dû juger, ils n'avaient pas l'assurance pour que tu aies une hache, j'imagine. Mais donc ce dessin sera distribué à tous les collègues de Francky. Voilà. Et puis je voulais terminer sur un truc un peu bon esprit. United Color of CFE, CGC Assurance. Ensemble, osons la différence. Tous ensemble, parce qu'on est quand même dans le syndicalisme. Hein. Les 6 mousquetaires. Et le 6e, il arrive. Hein, c'est celui des marchés financiers. Vous l'aurez reconnu. Bon, là aussi, les gens qui n'étaient pas là les jours d'avant ne peuvent pas comprendre, mais c'est pas grave. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait retrouver mes dessins. Donc j'ai 3 BD dans les rayons des librairies, là, la série Chief Bullshit Officer. Il y a un calendrier aussi. Je ne suis pas sur Instagram, quasiment pas. Par contre, je suis très actif sur LinkedIn, donc je vous invite à venir faire un tour. Fixe dessinateur. Bonne fin de congrès à tous. Salut. Encore une fois. Eh ben, ces applaudissements sont aussi un préambule à l'entrée de François, qui va nous rejoindre. Sans cravate. François, tu veux t'asseoir, tu veux être au pupitre. Comment vas-tu t'exprimer pour nous raconter tous ces 3 jours, en quelque sorte, ce militantisme, ces beaux moments? Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je m'approche un peu parce que j'ai moins la lumière, je vois un peu plus, mais après je risque de tomber, donc faut faire attention. Alors j'ai, une fois n'est pas coutume, pour éviter de dépasser, j'ai quand même pris quelques petites notes au préalable. Je vais faire une intervention en 2 parties. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un, on parlait d'un homme politique célèbre, très ancien, qui faisait ses interventions en conférence de presse en disant « je ferai 3 observations et 2 remarques ».
Donc là, je fais simple quand même. Je vois en face de moi des bonnes têtes un peu fatiguées quand même, un peu palotes pour certaines. Donc, je vais faire une intervention en 2 parties. Je vais vous reparler de Michel Barnier. C'est un petit peu mon actualité aujourd'hui et je sens qu'il y a vraiment une attente importante. Voilà. Comme je vous l'avais dit, j'ai perdu mon meilleur client, Bruno Le Maire, donc désormais, je renouvelle. Voilà. Je dois vous dire que j'en ai fait des punchlines, mais là, il faut vraiment que je réfléchisse un peu plus. Mais ceci dit, vous allez voir que je vais dire beaucoup de bien de notre nouveau Premier ministre. Avant, j'ai 2, et après, oui, 2e point, je vais parler de vous. Ah. Je dois vous dire que ce congrès m'impressionne. En fait, vous m'impressionnez beaucoup. Qui l'eût cru? Moi, je le crois depuis longtemps, ce n'est pas la première fois que je viens à la rencontre des équipes de la Fédé, des équipes à l'œuvre dans toutes les entreprises de ce monde de l'assurance. Et à chaque fois que je viens, je suis toujours plus impressionné. Et je dois vous dire que c'est quand même une grande émotion d'être là, invité à conclure cet événement qui était vraiment une démonstration de force. Et je vous en remercie. Alors, 2 petites annonces avant. Les élections TPE, ça concerne certains d'entre vous. J'ai promis à Christine de le faire. Christine, elle était là hier, vous l'avez vu. Christine Lay, qui siège au Bureau national et qui s'occupe des élections professionnelles, entre autres. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont concernés sur notamment le courtage sur les élections TPE. Ne l'oubliez pas. 2e annonce, 2e petite brève pour faire écho à ce que tu as dit, Joël, tout à l'heure, qui m'a beaucoup plu. J'aime bien le rappeler de temps en temps. Ici, on est dans l'assurance, on parle de risque. Et moi qui suis originaire de l'industrie, je travaille dans l'industrie, il me reste un souvenir vraiment très, très marquant. On est 3 ans après les ordonnances et arrive en mars 2020 le Covid. Et j'ai un coup de fil, je suis à l'aéroport, mon téléphone sonne, Geoffroy Roux de Bézieux qui m'appelle. Puis je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et il m'appelle, pas pour me demander des nouvelles de ma santé, mais il me dit, mais François, il y a un problème, toutes les usines s'arrêtent, plus personne ne va travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'ai dit, écoute, je ne sais pas, mais effectivement, c'est un problème. On est le 2e jour du confinement, alors que ça n'était pas prévu, par une réaction naturelle d'anticipation du risque à prendre en allant travailler, mais des gens disent, mais moi, je ne vais plus travailler. Comment on fait? Comment on a fait? Comment on a fait dans ma boîte, dans toutes les boîtes? Ben, on a prévu une petite réunion avec la direction, le service médical, quand il y en a un, les représentants donc, du personnel spécialisés en matière de sécurité. Tiens, je suis en train de refaire la composition du CHSCT. C'est bizarre, tout d'un coup. Et on a fait cette réunion tous les jours. On a fait cette réunion tous les jours. Et la direction, tout en intelligence, nous disant, mais écoutez, les gens ont peur de revenir au travail, ils n'ont pas confiance. Comment va-t-on leur redonner confiance? Et tous autour de la table de dire, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit qu'on examine ensemble les données du problème et qu'on communique ensemble les moyens pour l'affronter. Et la direction partout en France de dire, génial, faisons cela. Et c'est ce qu'on a fait. Et dans les jours, dans les semaines qui ont suivi, les gens sont retournés au travail. On a reconstitué les CHSCT et les gens sont retournés au travail, tout simplement. On aurait pu penser que, à l'exemple de cette démonstration de l'intelligence sociale nécessaire à installer un climat de confiance dans l'entreprise, dès la fin du premier confinement, quelques décideurs qu'ils furent auraient pris la décision de réformer pour partie les ordonnances sur ce sujet-là. Moi, j'ai rêvé d'un discours d'Emmanuel Macron passant aux 20h et disant « j'ai compris ». Mais il l'a fait d'ailleurs, ce discours. Il avait compris, mais visiblement pas la même chose que nous. Et donc, on n'a pas avancé sur le sujet. Ça aussi, c'est un élément qui fait écho aux échanges qu'on a eus hier, puisque Francky m'a lancé ce challenge d'intervenir 4 fois et de ne jamais répéter les mêmes choses. Donc, et puis en plus, là, aujourd'hui, pour la conclusion, de ne pas être trop long. Mais je voulais rappeler ce point. Ce point, il faut toujours l'avoir en tête. Toujours. Dans une situation de crise qui expose l'entreprise à son risque maximum,
Où est l'intelligence, la vraie, la seule qui permet de répondre aux enjeux de cette crise? C'est dans la réunion de la direction et des représentants du personnel, chacun prenant ses responsabilités, qui communiquent ensemble sur les solutions pour affronter la crise. Et il serait bon qu'à tout moment et en toutes circonstances, et y compris en période de calme, Dieu merci, le calme est normalement la majorité du genre, mais pourtant les orages passent. Et il serait bon qu'en toutes circonstances et dans toutes les entreprises, on comprenne ça et qu'on l'intègre dans les règles de gestion RH de l'entreprise. Alors, mon mémo me demande, est-ce qu'il faut que j'annule la saisie? Je ne sais jamais quoi faire. Parce que si je l'annule, parce que ça efface tout, c'est très embêtant. Alors, un petit mot sur Michel Barnier. Donc, Michel Barnier, c'est un peu la grande surprise du moment. Je l'ai un peu évoqué, ça aussi. Notre nouveau Premier ministre, qui se retrouve aujourd'hui confronté à cet impératif politique qu'il n'a pas de majorité, et qui donc, il faut qu'il base les éléments de sa politique sur une forme, non pas de consensus, mais en tout cas de majorité d'adhésion des partenaires sociaux, ce qu'il est amené à décider. Et à l'occasion de la rencontre qu'on a eue à Matignon, c'est la première fois que je rentre à Matignon sans passer par le contrôle de gendarmerie à l'entrée. Bon, le contrôle de gendarmerie, c'est normal. Le portique, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais des fois, c'est un peu bizarre, si vous voulez, quand vous y allez pour la 10e fois en 2 ans et qu'on vous demande encore les mêmes papiers, etc. On se dit, tiens, bon, peut-être que c'est un péché d'orgueil, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et là, tout d'un coup, les portes s'ouvrent et on rentre, on est identifié tout de suite et on rentre sans contrôle. Vous allez dire, mais c'est un détail qui compte peu. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un détail qui compte et qui montre que une séquence nouvelle va s'ouvrir après une traversée du désert qui dure depuis plus de 7 ans quand même. Et croyez-moi, quand on en est là, à ce point de soif qui vous colle la langue au palais, ben une petite goutte d'eau, comme ça, on l'apprécie toujours. C'est important. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que nous avons cette réunion où Michel Barnier, qui a l'avantage d'être savoyard. Je salue les savoyards ici, s'il y en a. Hein. Bon, un avantage, peut-être, qui ne sera pas d'un grand apport au dossier, mais en tout cas, qui nous dit, moi, je veux travailler en confiance avec les partenaires sociaux. Il n'est pas le premier à le dire. Il n'est pas le premier à le dire, mais pour le coup, on sent qu'il y a une volonté authentique à ce que l'espace, toujours je fais référence à ça, et j'en reparlerai tout à l'heure à la fin, l'espace c'est important. L'espace dans lequel nous agissons soit un espace suffisamment large pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. C'est très important l'espace, c'est les degrés de liberté. Là aussi, c'est un mot-clé, la liberté. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vibration. C'est l'espace qu'on ouvre autour des gens qui permet de créer l'énergie, qui permet de créer le mouvement nécessaire à faire avancer la société. On vit dans une société dans laquelle on a refermé tous les espaces. Et je vous parle à vous qui avez l'expérience du quotidien dans l'entreprise, de ceux de nos collègues qui expriment beaucoup de souffrance au travail. Souvent, on a cette expression d'avoir l'impression d'avoir un mur devant soi, que l'on ne peut pas avancer, qu'on n'a pas de vision de ce qui se passe. La question de l'espace, elle est fondamentale. Et donc, à cet instant, il dit, mais moi, j'ai l'intention, et je vais renvoyer à la négociation sur l'assurance chômage, et il allait dire sur la réforme des retraites. Mais il n'a pas dit, en fait, parce que, bon, quand même. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on lui dit, écoutez, moi, on va vous détendre, en fait, sur la question de la retraite. Vous savez, nous, on a manifesté. Nos militants, ils étaient là, dans les cortèges. Vous étiez là, vous, dans les cortèges, je me rappelle très bien, et en tous endroits. Et on en a tous des souvenirs extrêmement importants et extrêmement mobilisateurs, voire quelquefois un peu émouvants. Et vous allez me dire, mais finalement, dans cette affaire, on n'a pas gagné. Moi, j'ai envie de vous dire, si, on a quand même gagné énormément. On a gagné la confiance, on a gagné la bataille de l'opinion. La bataille de l'opinion, parce que nous, on a été capables de démontrer par les chiffres, par les modèles qu'on expose, par la façon qu'on a de comprendre les opérateurs économiques et leur impact sur la société, on a démontré que cette réforme, il ne fallait pas la faire, qu'elle était nocive en plusieurs endroits. Mais désormais, je n'y reviens pas, le Premier ministre, on comprend bien qu'il n'a pas de marge de manœuvre là-dessus. Je lui mets à l'aise. Je lui dis, vous savez, nous,
on pense qu'il n'y a qu'une seule bonne chose, c'est l'abrogation. On est comme les autres, on n'a pas changé d'avis. C'est pas parce que c'est passé 4 saisons depuis l'année dernière qu'on a changé d'avis. Non, on n'a pas changé d'avis. Et c'est pas parce que le nouveau président du Conseil d'orientation des retraites a truqué l'ordre du jour et la façon de présenter les rapports au motif que c'est la mission que lui a confiée Emmanuel Macron au moment où il l'a nommé, après avoir viré l'autre. On n'est dupe de rien, nous. Mais en fait, on veut avancer. Parce qu'à la CFE-CGC, notre idée, c'est que quoi qu'il arrive, il faut savoir tourner la page, mais se souvenir de ce qui est écrit avant. Mais il faut savoir tourner la page pour pouvoir en écrire d'autres. C'est ça l'idée, en fait. Se souvenir des chapitres précédents, les avoir toujours en tête, mais savoir en écrire d'autres. Et donc, sur le sujet, c'est très simple. Il y avait des problèmes avant. La réforme, pour partie, les a aggravés. Mais ça ne nous empêche pas de dire qu'aujourd'hui, il faut les aborder. Quels sont ces problèmes? Le problème, c'est la question de l'emploi des seniors. Tout le monde la connaît, cette question-là, bien entendu. Et on la connaît bien avant de rentrer dans l'âge un petit peu critique. Et nous, on a les solutions, en fait. Et les solutions, je parle à des matheux, je suis très impressionné, je vais faire attention à ce que je dis quand même. Mais les solutions, elles sont simples. C'est quoi la retraite? C'est passer de 100% d'activité à 0% d'activité. Et c'est passer d'une rémunération de 100% à 50%. Je vous la fais à la moyenne. Bah, la moyenne, ça vous parle aussi, hein? J'ai un peu l'impression d'être dans le temple de la courbe de Gauss ici. Donc on va se comprendre. Donc voilà, 100, 0, 100, 50. Vous élargissez l'espace. Vous élargissez l'espace. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez que vous passez de 100, je parle de l'activité, à 80, avec une rémunération de 90. Vous avez compris la logique? L'idée, c'est d'imposer un dispositif dans lequel on va réaliser 3 choses. Et ce sera ça la base des négociations que nous, on va porter. Il faut qu'il puisse y avoir une bonification à la réduction progressive d'activité, de façon à ce que chacun, et par choix, puisse se projeter dans un dispositif adapté dit de retraite progressive, dans lequel finalement on s'adapte petit à petit à 2 choses, au fait de travailler toujours un petit peu moins, et donc d'avoir plus de temps libre pour être une ressource vis-à-vis de son environnement. C'est ça qui est important. Quand on baisse son activité dans l'entreprise, la vérité, c'est qu'on devient une ressource pour son environnement. Et donc, une ressource, c'est toujours un facteur économique positif, qui n'est jamais chiffré nulle part. J'y reviens pas, on a parlé des aidants, on a parlé de tout un tas de choses, mais qui sont vraiment, vous savez, avant de devenir une personne dépendante qui va solliciter l'aide des autres, c'est quand même bien, à cet âge-là, de pouvoir être une ressource pour les autres. Mais ça n'est dans aucun tableur Excel. Eh bien justement, nous, on le porte au débat. Et c'est ce qu'on va mettre dans la négociation. Mais simplement, vous allez me dire, mais qui donc va intervenir pour payer ce petit delta en plus? Moi, j'ai envie de dire, j'ai une petite idée. Mais on va en discuter. On n'est pas comme ça, nous. Hein, on va en discuter, il y a moyen, on va en discuter au niveau national interpro avec nos collègues des organisations patronales qui, à mon avis, vont pas manquer d'idées pour nous dire « nous, on ne paye pas ». On va leur dire « écoutez, vous savez, vous ne payez pas, mais vous ne payez jamais de toute façon. Mais avec tout ce qu'on vous donne, vous savez, les 200 milliards, les sollicitations fiscales, socio-fiscales, etc., les baisses d'impôts, hein, moi j'adore ça. Il ne faut pas augmenter les impôts. Mais quels impôts? De quels impôts on parle? De ceux, les nôtres, nous, les impôts directs qui pèsent sur la classe moyenne et qui ont augmenté de 50% depuis la modification du barème. Si c'est cela, je pense. Des impôts indirects qu'on paye à travers les cotisations à l'assurance chômage dont on ne peut même plus bénéficier, mais je vais en parler tout de suite après. Et non, franchement, c'est un sujet qui mérite un peu plus de complexité dans l'approche. De quoi on nous parle? Enfin, le niveau minable du débat sur la question des impôts qui, soi-disant, ne devraient pas augmenter, ne devraient pas baisser. Enfin, franchement, j'ai un peu l'impression que les gens qui interviennent dans ce débat sont un peu ceux qui vont faire un tour en forêt de Compiègne et ne voient qu'un seul animal. Qu'il ait 2 pattes, qu'il en ait 4 ou 6, ils considèrent qu'ils ont vu un animal. Mais non, c'est pas vrai. Justement, la société, elle est complexe. Et justement, nous, à la CFE-CGC, nous sommes formés pour apprivoiser cette complexité et pour la transformer, pour la comprendre, pour la mettre à disposition. C'est ça les caractéristiques et la force de notre organisation. Apprivoiser la complexité. Et donc le débat ne nous fait pas peur. Et je n'ai pas perdu le fil sur la réforme des retraites. Donc vous avez compris les interventions nécessaires pour pouvoir être en abondement sur le dispositif. Après, il y a la fenêtre. Nous, on propose 55-65. Ça peut être moins. Peu importe. Là encore, il faut qu'on en discute.
Comme on dit toujours, nous, on n'a pas peur des problèmes. C'est notre métier de résoudre les problèmes. C'est notre métier. Qui, ici, n'a jamais été confronté à la situation face à son chef, quel que soit son niveau, qui lui dit « c'est toi qui vas résoudre le problème ». Voilà ce que c'est qu'être membre de l'encadrement. Être la personne à qui on dit à partir de maintenant, c'est toi qui vas résoudre le problème. Et ça, on sait faire. Donc en fait, les problèmes ne nous font pas peur. Parfois, quand quelqu'un me prend de haut dans un ministère, ça arrive moins maintenant, mais j'ai connu un peu cette époque. En général, je lui répondais, vous savez, vous ne m'impressionnez pas. Hein. Moi, je représente des gens qui construisent des sous-marins et des tours de 80 étages. Hein. Donc si vous voulez, on peut y aller sur ce terrain-là. Mais vous ne me faites pas peur, en fait. Moi, j'ai en moi la force des gens que je représente. Et qui, partout dans les métiers, sont des personnes... Partout et dans tous les métiers sont des personnes qui savent prendre les responsabilités et qui savent rassembler absolument tous les éléments pour pouvoir affronter la difficulté justement du raisonnement et des décisions à prendre. Le deuxième point sur la retraite qui est évidemment nécessaire, c'est la question de l'évolution et de l'orientation des carrières. Mais ça, c'est les services RH. Et moi, je trouve ça génial de proposer ça. On a plusieurs propositions, je ne vais pas les détailler ici. Enfin, un travail constructif, positif à faire pour les services RH de toutes les entreprises. Je vous salue, messieurs, mesdames, qui avaient des responsabilités sur le sujet et qui nous avaient fait l'honneur de nous rejoindre. Là, vraiment, ça, c'est motivant. Ça, c'est motivant. Travailler, pour le coup, sur les organisations, sur les profils de compétences, comment orienter les gens moins vers la production, plus sur l'encadrement, le tutorat, etc. C'est tout à fait possible d'être hyper performant pour l'entreprise à 40 ou à 60%. C'est possible. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, le PDG, Jean Grandois, c'est pas n'importe quoi. Il est devenu patron du MEDEF après. C'est même lui qui l'a créé. Ah, franchement, c'était le high level. En fait, il était à mi-temps à Péchinet. Parce qu'il était aussi patron de Cockerill Sambre en Belgique. Il était à mi-temps. Mais il s'en sortait bien, visiblement. Donc c'est possible d'être très performant, de prendre des décisions. Il suffit d'être à la bonne place. En fait, le projet, c'est ça. C'est que chacun soit, suivant le moment et le déroulement de sa carrière, à la bonne place pour développer la performance nécessaire à ce que l'entreprise se développe. Mais ça, c'est tout un projet, c'est un projet collectif, ça se pense et ça se travaille bien sûr avec les organisations syndicales. Le troisième point, c'est la question du suivi renforcé. On en a parlé tout à l'heure et je vous remercie, chers collègues qui intervenaient dans le domaine de la santé, mais ça c'est fondamental et c'est une source pour le coup, alors là je vais de tendance, c'est une source d'économie. Hein, voilà. Si on s'intéresse un petit peu plus à la santé des gens quand ils arrivent à un certain âge, voire même, pourquoi pas, un peu avant, là, on a peut-être une piste pour les arrêts de maladie. C'est quand même un peu moins débile que de dire « si on arrête de payer les gens en arrêt de maladie, ils vont arrêter de s'arrêter ». Franchement, de s'intéresser un peu à leur santé dans leur travail. Alors après, on nous dit, et on vient de recevoir la lettre de mission, qu'il va falloir renégocier sur l'assurance chômage. Je rappelle, l'assurance chômage, je vais vous faire la blague ici parce que je suis vraiment... j'ai envie de mettre ici, dans le monde de l'assurance, assurance chômage, j'ai envie de mettre aux enchères le rachat de l'assurance chômage. C'est le dispositif le plus rentable du marché. Pensez quand même un dispositif assurantiel qui collecte 40 milliards de ressources au régime constant, hein, qui va en même temps que les salaires, puisque ce sont des prélèvements via des cotisations ou des contributions, et dont les dépenses ne font que baisser. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un risque conjoncturel qu'il tente un peu à augmenter, le chômage, les problèmes d'emploi, l'économie, etc., l'État intervient, il tape un peu sur la tête des cotisants en disant « non, non, pas question, il faut que le régime fasse beaucoup d'excédents parce que moi, l'État, j'ai besoin de financer un certain nombre de dépenses » dont notamment le financement de Pôle emploi, qui est devenu France Travail, le financement des travailleurs frontaliers, et j'en passe, c'est des meilleurs. En fait, le régime d'assurance chômage, depuis 1997, il n'a jamais été en déficit. Il a toujours été en excédent. Toujours, toujours, toujours. Donc vous voyez, là encore, les discours, l'intelligence des situations et des chiffres, c'est ça la nécessité. Et j'ai combien de temps, là? Continue. J'ai dépassé. Non, continue. Ah bon, j'ai cette angoisse. On va conclure dès que tu le souhaites. Je vais conclure très vite, alors. Là, vous m'avez énervé, là. Je sens cette énergie qui me porte. C'est terrible.
Et donc, on reçoit la lettre de mission, je vous le donne en 1000, on nous demande de renégocier sur la base de 400 millions d'économies à faire. Tout en sachant que l'État a décidé de prélever 12 milliards en 3 ans. Il faut le faire quand même. Vous savez, vous invitez votre voisin à prendre le café chez vous, il repart en ayant vidé le frigo, et puis il vous dit, ton café, il n'est pas terrible quand même. Mais c'est ça. Ça va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile. Vite fait encore, et pour terminer sur ce chapitre-là, on va être invité, donc l'emploi des seniors, j'en ai parlé, on va être invité à aborder 2 autres thématiques très très importantes. L'égalité homme-femme. Il faut quand même savoir que la réforme a 64 ans, et c'est nous, à la CFE-CGC, qui avons porté ça dans le débat, face à Elisabeth Borne, bien embêtée quand même qu'on ait levé le lièvre. L'impact du décalage à 64 ans, c'est 2/3 des femmes, 1/3 des hommes. Et notamment pour les publics qu'on représente, c'est-à-dire des gens qui ont commencé leur carrière, on va dire en moyenne, un peu plus tard que la moyenne, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Là encore, je suis dans la courbe de Gauss. Tout le monde s'en foutait. Vous le savez pourquoi? C'est les fameux 2 années, 2 années qui sont versées au bénéfice de la carrière et qui sont une décision déjà ancienne, 2 années de cotisation de trimestres, les 8 trimestres, par enfant, excusez-moi, je suis incomplet, et qui permettent en fait de compenser pour partie le désavantage qu'il y a vis-à-vis d'une carrière pour une femme d'avoir eu des enfants et donc d'avoir assuré la grossesse et les premiers mois après la grossesse. C'est un dispositif parfaitement justifié et qui dit quelque chose de la volonté du collectif social d'intervenir pour essayer d'amoindrir finalement la difficulté qu'il y a pour une femme de faire carrière. Ce qui est bien réel. Eh bien, cette réforme, de fait, elle impacte, je ne vais pas rentrer dans le détail, elle impacte 2 fois plus les femmes que les hommes, à cause de cela. Et quand on pose le problème, on dit, mais c'est quand même incroyable que dans un moment où justement on prétend lutter, faire une cause nationale de la discrimination homme-femme, qu'on mette en place une réforme qui discrimine encore plus les femmes. Elisabeth Borne, je dois le dire, malheureusement, me dit, c'est peut-être cet avantage, elle dit avantage déjà, alors que ce n'est que la compensation pour partie d'un avantage subi. Elle parle davantage de 2 années de cotisation et dit qu'il faut peut-être réinterroger le système. Vous vous rendez compte? Donc on en est là aujourd'hui et c'est sur ces bases-là qu'on va retourner effectivement dans un espace de négociation pour intervenir parce que là on a un vrai sujet. Quoi qu'il arrive, la France reste un pays incroyablement en retard sur la question de l'égalité vis-à-vis de la carrière et vis-à-vis du salaire et vis-à-vis de tout un tas d'autres choses, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et enfin, le 3e point, c'est la question de ce que le Premier ministre appelle l'usure. Alors vous savez, c'est le terme à la mode, j'allais dire Xavier Macron, mais le gars est fatigué quand même. Et donc, Emmanuel Macron qui dit « Moi, j'aime pas qu'on parle de pénibilité, ça voudrait sous-entendre que le travail est pénible. » Mais j'ai envie de dire, mais t'as qu'à travailler un peu quand même, va dans les entreprises. Tu vas voir ce que c'est que la pénibilité quand vraiment elle se pose sur ton épaule. La pénibilité psychique, l'incapacité finalement à affronter le quotidien, multitude d'objectifs, déficit de moyens, le burn-out, la CFE-CGC, acteur historique, fondateur sur la question du burn-out, à tel point aujourd'hui que d'autres s'en emparent, des fois pas très bien, alors que nous, justement, nous sommes les porteurs de cette idée que dans le monde du travail, il y a tout un tas de formes de pénibilité. Bien sûr, il y a la pénibilité physique, et on le connaît, et on soutient l'idée que quand on est usé physiquement, il faut pouvoir partir un peu plus tôt que la moyenne. Mais il existe aussi désormais
ce mal de la société, de cette pénibilité psychique sur laquelle il est indispensable d'intervenir. Et tout d'un coup, moi je vois un troisième chantier, autant ce sont 3 chantiers au niveau national interpro dont nous avons discuté avec le gouvernement et pour lesquels, pour certains, il va nous faire une lettre de mission, mais ce sont 3 chantiers permanents des entreprises sur lesquels vous allez intervenir au quotidien grâce à vos compétences et grâce à votre implication. Et tout d'un coup, je vais conclure en parlant de vous. Non, franchement, alors je vais peut-être le dire dans tous les congrès qui sont à venir, mais j'avais rarement vu, et je vous demande de me croire, j'avais rarement vu une telle énergie, une telle volonté, un tel dynamisme pour affronter les années qui viennent. Et ça, franchement, c'est très, très beau à voir. Et j'ai un petit message pour vous. J'ai un petit message pour vous. La CFE-CGC existe depuis 80 ans. Et ça, je suis intervenu beaucoup là-dessus lors de mes 3 interventions hier. La CFE-CGC n'est pas là par hasard. Elle est née un peu avant 1944, dans différents secteurs économiques, de la volonté des acteurs des entreprises d'être des acteurs de la transformation sociale de la France et de la reconstruction de la France. C'est ça le message. Et c'est ça la vérité, pour le coup, historique. Et là, je me permets de convoquer la question de la vérité sur le sujet. C'est ça, la vérité, la réalité de notre organisation. Des gens se disent, j'ai des responsabilités dans l'entreprise, pourquoi je n'exercerai pas dans une époque très trouble, dans laquelle il va y avoir beaucoup de responsabilités à prendre et, in fine, beaucoup de choses à reconstruire. Pourquoi je ne prendrai pas les mêmes responsabilités, avec les mêmes exigences, avec les mêmes compétences, avec la même conscience professionnelle dans le champ de la construction sociale? C'est ça l'histoire, c'est ça l'origine de la CFE-CGC, et c'est ça que vous représentez tous. Et j'ai envie de vous dire, ce travail n'est pas facile. Ce travail n'est pas facile au jour le jour. Et entre guillemets, je pourrais rajouter, je sais de quoi je parle. Mais vous aussi, vous savez. Mais ce travail est incroyablement passionnant. Et moi, j'ai l'impression, et je voudrais vous la communiquer, qu'à ce moment même où je vous parle, où vous-même vous avez en tête ce que vous avez fait la semaine dernière et ce que vous avez à faire la semaine prochaine quand vous rentrerez dans votre entreprise, vous êtes en train de vivre votre meilleure vie au travail. Il faut l'avoir en tête. Le syndicalisme, c'est l'apprentissage de l'autonomie, de la vraie, en fait. C'est l'apprentissage de la responsabilité assumée. C'est l'apprentissage du travail d'équipe. C'est aussi le souvenir, comme on le disait hier, c'est le souvenir de ce que c'est qu'une convivialité au travail, de ce que c'est qu'une communauté de destin. C'est tout ça en même temps. Et vous avez la chance d'être dans ce bateau-là. C'est une chance absolument merveilleuse. Et c'est mon dernier mot. D'une certaine façon, je vous félicite et je vous donne ce dernier message. Soyez forts. C'est une démonstration de force que vous faites aujourd'hui. Soyez forts, soyez heureux, soyez libres et vive la CFE-CGC des assurances. Merci François. Ah bon ? Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous rasseoir pour pouvoir continuer. Francky. On va demander aussi à Émilie et Jamel de nous rejoindre. Est-ce qu'Émilie est là? Est-ce qu'Émilie est dans la salle? Elle arrive, elle descend les escaliers. Doucement. Ça va, il n'y a rien de grave, Émilie. Alors,
merci à François pour ces quelques mots. Et je vais essayer, vous voyez, tout à l'heure j'ai forcé le passage pour parler. Là, je vais essayer de rentrer dans un temps très restreint pour finaliser ce congrès. Avant toute chose, ça vient d'être dit, en dehors de la démonstration de force, je ne sais pas si c'est une démonstration de force, je n'en suis pas extrêmement convaincu. Je pense que c'est un moment de plaisir, mon cher François. Voilà. Après, effectivement, je préférerais le mot démonstration d'influence, mais on peut varier. J'ai demandé à Émilie de monter sur scène parce que tout à l'heure, j'ai invité Ludovic à venir sur scène. J'avais invité Priscilla et comme vous le savez, elle était en train d'œuvrer par ailleurs. Et ce congrès, c'est forcément tout ce qui a été vu depuis 2 jours et demi. C'est forcément l'effet waouh, mais être dans la lumière, c'est finalement assez simple. Et pendant ce temps-là, il y a un vrai collectif qui travaille dans l'ombre. Donc ça concerne forcément, et je les félicite à nouveau, l'ensemble du comité fédéral, du bureau fédéral, des présidents de syndicats fédérés. Et puis ceux, et notamment celle qui a œuvré tous les jours depuis quelques temps pour que ce congrès soit une véritable réussite. Donc, Émilie, je voulais qu'on l'applaudisse bien fort pour tout ce qui a été fait pendant une grande période. Je vous demanderai d'applaudir encore plus fort Émilie pour tout son travail. Alors Émilie, tu as droit à un bouquet de fleurs. Voilà, ça c'est... Mais un bouquet de fleurs d'abord. Voilà, un bouquet de fleurs. En remerciement de ton travail et avec... l'art était très présent. Je crois que les fleurs portent en elles-mêmes l'art, la beauté. Pour toi. Et puis Émilie, c'est un peu une guerrière, donc si on lui donne que des fleurs, ça va la perturber. On lui offre également une épée. Parce que Émilie, c'est parfois la douceur et c'est parfois la brutalité. et donc, quelque part, je sais qu'elle adore les épées du Puy du Fou, donc petit cadeau de la Fédération, Émilie, pour te remercier. Bon, par contre, tu blesses personne avec. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Combien il reste 12 minutes. Okay. Vas-y, vas-y. Musique. Francky, nous t'écoutons. Voilà. Merci encore à Antoine, là aussi, qui depuis le début de ce congrès nous a accompagnés.
Je vous demande de l'applaudir bien fort. Parce qu'on a applaudi tout l'ensemble des conférenciers, les intervenants, et lui nous a accompagnés avec brio, et je le remercie depuis 2 jours et demi. Merci beaucoup à toi, Antoine. Donc voilà, nous sommes au bout, et j'avais commencé en introduisant ce congrès par « il faut chercher l'effet waouh ». Et donc, vous en pensez quoi vous? Bon, je pense que l'ambition qu'on s'était fixée sur le sujet a été largement atteinte. Les intervenants ont été d'une grande qualité. Il y a eu des moments conviviaux, des temps humains, parfois pluvieux, mais en tous les cas heureux. J'ai été extrêmement surpris du nombre de personnes qui se sont déplacées sous la pluie pour aller voir les spectacles. C'est peut-être parce qu'ils ont dû savoir que j'allais courir avec les Vikings. Ça va peut-être mobiliser les troupes. En tous les cas, ça a montré qu'il y avait une belle énergie collective, une envie de faire de grandes choses ensemble. Et je pense que forcément, il y a eu un moment très fort, celui de l'intervention de Philippe Croizon, où il nous a rappelé que, effectivement, mobiliser ces énergies, passer par des moments de dépression, des moments de difficulté liés en ce qui le concerne à un accident de vie, quand on est capable de se surpasser et de se dire que la différence peut être une opportunité, on arrive au résultat que Philippe nous a expliqué. Finalement, sa vie n'a pas simplement changé par l'accident et par les conséquences, mais aussi de ce qu'il a su en faire pour faire en sorte d'une vie extraordinaire. Il ne m'en voudra pas, nous sommes amis, sur le fait que quand il dit, et il était fier de son travail, parce qu'il faut toujours être fier de son travail, qu'il était ouvrier métallurgiste, et qu'il est devenu aujourd'hui quelqu'un qui est consacré, un conférencier remarquable, remarqué, et un homme qui défend la cause du handicap comme personne. Je pense que forcément, ces moments-là, ces moments qu'on a vécus, doivent nous changer en disant le slogan de cette fédération, de notre organisation, ensemble, osons la différence, il faut vraiment se l'approprier. Et je crois que François a largement contribué, et toujours avec brio, avec talent, à nous montrer la voie, à nous dire quelle était notre différence, quelle était notre capacité. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas non plus nous l'oublier au niveau de la Fédération Assurance. Et moi, je crois que notre vraie différence, et puisque nous avons des dirigeants qui sont là encore avec nous, notre vraie différence, c'est la capacité à proposer. Nous avons le droit d'être d'accord. Nous avons le droit de ne pas être d'accord. La force et la différence, c'est la capacité à proposer. Je dis souvent qu'un non bien argumenté peut être le début d'un oui, et que dans le cadre de la négociation, on est en capacité de trouver des solutions grâce à ça. Que nous, nos forces de mobilisation à la CFE-CGC, c'est celle qui existe depuis 2 jours et demi. Alors François l'appelle démonstration de force, je l'appelle démonstration d'influence. Pourquoi? Parce qu'effectivement, notre rôle, parce que demain, médiatiquement, on a quelques journalistes dans la salle, demain, médiatiquement, ce qu'on retiendra, c'est la capacité de mobilisation. Bien sûr, ça se fait au Puy du Fou, bien sûr, ça se fait dans un congrès festif qui réunit des militants, qui réunit aussi des dirigeants d'entreprise, la Fédération de la branche assurance, je salue au passage Alexis Meyer et Laurent Tissot pour leur présence, qui réunit ces dirigeants et qui font qu'à un moment, on construit un dialogue, ce qui a été fait tout à l'heure. Alors effectivement, Fix a raison de le dire, le dialogue était peut-être compartimenté, et effectivement, il n'y avait pas de contradiction. Mais quelque part, il y avait une réalité, un besoin de défense collective. Un besoin de défense collective qui commence par la défense de la profession. Parce qu'effectivement, ce n'est pas grave quand on est syndicaliste de vouloir défendre sa profession. Bien sûr, du moment qu'on ne rentre pas dans des normes de corporatisme. Pourquoi? Parce que forcément, ça a un objectif, un but in fine. Si on défend les professions, on doit être en mesure de créer des conditions économiques qui vont permettre des conditions de développement social. Pour le faire, il faut être en capacité de défendre les métiers. J'ai commencé par dire défendre la profession pour dire défendre les métiers. Pourquoi défendre les métiers? Parce que les métiers, la promotion des métiers n'est pas simplement la classification. Les métiers dans leur fondement, dans leur fondation, les métiers avec un grand A d'assureur sont hyper importants pour notre capacité à construire
une véritable situation économique propice au développement social et vice-versa. Donc, défendre les métiers. Au bout du bout et in fine, pour faire notre travail. Mon cher François, et tu as raison de toujours le souligner, défendre les emplois. Quand on parle de la grande sécu, Joël l'a très bien fait tout à l'heure, et que nous disons que si la bêtise avait été faite, que certaines organisations syndicales qui le souhaitaient avaient rejoint cette volonté soi-disant bienfaitrice pour la protection sociale de ce pays, on sait très bien que ça aurait créé, et je peux le démontrer, je n'ai pas le temps de le faire ici, aurait créé beaucoup plus d'inégalités que de promotion. Se rappeler une chose justement sur ce point, c'est que pour venir plus à notre fédération, dire que par rapport à ce que je viens de dire, on a la capacité de se mobiliser pour être expert dans nos professions. Ce que disait François sur le fondement même de ce qu'est la création de notre organisation à l'origine. C'est-à-dire des gens experts qui ont dit « je vais aller vers le social pour amener ma compétence et tâcher de faire avancer le système ». Donc on l'a en nous parce qu'effectivement nous sommes toutes et tous des professionnels aguerris. Et qu'effectivement au travers de nos compétences, nous mettons au service de notre action sociale, toute notre compétence professionnelle. C'est ça aussi la valeur ADN de notre organisation. Et il faut continuer à la développer. Donc, dans un rapport d'orientation que je ne vais pas faire très long, je vais simplement donner 3 grands axes sur lesquels nous devons travailler. Le premier élément étant de réfléchir sur la nouvelle organisation du travail. Parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle elle a été changée. François le disait, depuis effectivement le 20 mars 2020, il y a eu effectivement, de par l'arrivée du télétravail, une modification substantielle de nos façons de nous organiser et de réfléchir au travail, de réfléchir à la relation au travail. Parce qu'en dehors de notre réflexion à nous, les personnes se sont concentrées aussi, les citoyens, les travailleurs se sont concentrés sur comment je fais de ma vie personnelle par rapport à ma vie professionnelle quelque chose d'équilibré. Ce n'est pas nouveau, simplement aujourd'hui ça a été mis en avant. Et quand on parle du télétravail, vous savez, on a fait une enquête pour montrer qu'on est très pragmatique sur le sujet et qu'on veut ne pas avoir de certitude. On se rend compte que le télétravail aujourd'hui, c'est bien sûr 80% de satisfaction, 4000 réponses. Mais on a 20% de personnes inquiètes. Et notre rôle, nous, syndicalistes de proposition, syndicalistes de progrès, c'est aussi de regarder ces 20% et de se dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, dirigeants et syndicalistes, c'est parler des conditions de télétravail. Parce que finalement, on parle de conditions de travail sans arrêt. Regardez dans les médias, est-ce qu'un jour vous avez entendu le terme conditions de télétravail? Ben moi, je le dis ici, il faut effectivement réfléchir aux conditions de télétravail. Et je ne parle pas du siège bien fait, je ne parle pas de l'ordinateur, je parle du rapport à l'isolement éventuel d'une équipe. Parce que le management à distance n'est pas le même que le management de proximité et il faut avoir une réflexion. Et il se trouve qu'encore une fois, nous, étant donné la spécificité de nos syndicats, la spécificité de métier, on connaît ces difficultés, on est en capacité de faire des propositions. Donc, sur ce point, se dire que les conditions de télétravail sont un élément forcément sur lequel on doit travailler. La semaine en 4 jours, ça a été dit. Il y a en ce moment un test, un sondage pour connaître les résultats. On va être clair, on a posé la question dans cette enquête à 4000 réponses. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On a été surpris, mais voilà, c'est la réalité. Ils ne nous disent pas on veut les 4 jours. Par contre, ils nous disent on veut de l'expérimentation. Et qu'est-ce qui nous empêche, nous, et l'ensemble des dirigeants, de se mettre autour d'une table, de faire de la concertation et de se dire allez, est-ce que dans tel service, on peut exploiter, utiliser et voir ce que ça donne? Voir simplement ce que ça donne. Quel risque? Aucun. Et au moins, on sera en réponse avec ce qu'attendent les gens aujourd'hui. Bien sûr, ils opposeront une réflexion qui sera liée aux 4 jours et au télétravail. Mais si on a peur d'en parler, on n'avancera pas. Avec la CFE-CGC, au moins, on propose, nous, de dire mettons-nous autour d'une table et parlons-en. Donc voilà une réflexion qui doit porter. Nouvelle organisation du travail. Transgénérationnel. Aujourd'hui, 3 voire 4 générations, notamment dans notre domaine, se coexistent, cohabitent dans les entreprises, dans le travail. Et bien sûr qu'il y a des solutions, bien sûr qu'on travaille sur la GEPP, bien sûr que... Mais quelque part, dans cette même enquête, quand on dit aux seniors, que pensez-vous du tutorat? Ils ne nous disent pas qu'ils ne veulent pas de tutorat, ils nous disent « ouais, mais moi j'ai peur parce que, en fait, le tutorat, j'ai l'impression que ça va être du travail en plus et que l'entreprise va me demander plus que ce que je fais aujourd'hui. »
ce qui n'est pas le but. Mais par contre, encore une fois, est-ce qu'on a... Et là, on a des deux côtés de la table à se dire qu'est-ce qu'on doit réfléchir avec eux. La réflexion est assez simple. C'est de dire qu'aujourd'hui, le tutorat, ça intégrerait bien les seniors et qu'ils seraient en mesure de pouvoir travailler notamment avec des jeunes qui, eux, ont par nature, parce que c'est la génération native, la maîtrise du digital face à des anciens qui, en bout de ligne, eux, ont la compétence, l'expérience, sont parfois usés, et François vient d'en parler en disant qu'est-ce qu'on doit faire pour le travail des seniors, comment on doit réfléchir. Et là, on est dans un élément éventuellement pragmatique de se dire, voilà une solution, regardons si on ne peut pas trouver des motivations entre les jeunes, à l'entrée de la ligne générationnelle, et les retraités à la sortie. En dehors de cette partie, il y a aussi, et là ça concerne, je le pense, l'avenir du syndicalisme. Aujourd'hui, si nous ne prenons pas conscience que nous devons réfléchir à comment attirer de jeunes talents, nous aurons rapidement des difficultés. Ce que je souhaite, et nous sommes en train d'y réfléchir à la Fédération Assurance, c'est qu'effectivement, on aille parler aussi aux jeunes générations de syndicalisme. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, les jeunes sont politisés, mais ils sont différemment. Ils sont plutôt dans le système associatif, parfois dans le système politique radical, mais en tous les cas, pas dans celui où nous avons des populations à drainer et à aller chercher. Donc notre volonté, on est en train de mettre un plan d'action pour aller discuter et faire du militantisme de proximité. Parce que la réalité est là. Je le disais tout à l'heure, ça vaut par les assurances, ça vaut aussi pour nous. Le militantisme de proximité, c'est aujourd'hui être en capacité d'aller discuter, d'organiser par exemple des after-work parce que les jeunes ont besoin de parfois se retrouver après le boulot et d'aller discuter, pas simplement de syndicalisme, de la société. Et face à ça, dire, nous, CFE-CGC, quelle solution on peut te proposer ? Ça, c'est des réalités de se dire à un moment, je redeviens un vrai militant, je redeviens une vraie militante et je vais discuter avec des personnes qui forcément, normalement, dès le début, n'auront pas le même avis que moi puisqu'ils ne connaissent pas ce que je suis à même de lui proposer. Ça aussi, c'est une vérité aujourd'hui qui doit exister. Et ce que je veux vous dire, c'est que je suis fier d'incarner ce que vous faites au quotidien, ce que vous avez comme résultat, dans la mesure où ce n'est pas par hasard qu'on a des progressions à 2 chiffres, avec un 2 devant, en termes de voix. Ce n'est pas par hasard qu'on a des progressions de la même façon en termes d'adhésion. C'est parce que votre travail de militants de proximité est en train de payer et qu'on doit continuer encore à le faire. Et ça, ce n'est pas la fédération qui le décidera, ce n'est pas la confédération qui le décidera. C'est vous, au quotidien, avec des moyens et des outils que la confédération et la fédération pourront vous amener. C'est ça la réalité. Le militantisme de proximité, aujourd'hui, doit nous amener à réfléchir et à aller expliquer, par exemple, puisqu'on en parlait ce matin, quand on parlait du code des assurances, c'est quoi le paritarisme ? Quand effectivement Thomas Saunier, ce matin, nous dit voilà ce qu'on consacre en termes de centaines de millions d'euros à l'action sociale, il est important d'aller dire que le paritarisme, c'est aussi un travail qui est porté par les syndicalistes et les partenaires sociaux. Alors nous, dans les milieux avertis, on sait, mais finalement, quand on interroge le citoyen aujourd'hui sur la protection sociale en France, ben il dit non, c'est pas extraordinaire, ça ne fonctionne pas, c'est pas bien, c'est pas bon. Et il oublie qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, qu'il faut forcément faire évoluer. Et ce qui a été vu dans le débat de ce matin permet de voir, en plus, ceux qui ont la responsabilité sont en capacité de s'entendre et non pas d'être dans la divergence. Alors que forcément, ils ont des modes de gouvernance et des modes de fonctionnement complètement différents. Nous, à la Fédération Assurance, on a un rôle à y jouer. On l'a joué, on a pris nos responsabilités quand, mandaté par mon équipe, je suis allé discuter avec François de la Grande Sécu. C'est aussi notre rôle, notre mission, et il faut savoir, parfois, comme le disait François, prendre ses responsabilités. Donc, ce point est aussi essentiel, celui du développement des jeunes et effectivement du militantisme où j'ai élargi un peu le propos. Enfin, le troisième point qui doit, je le pense, animer notre prochain mandat collectif, ça va être celui de se fixer une ambition
encore d'évolution pour trouver une influence positive et être en capacité de peser encore un peu plus sur les négociations. Parce que, je le dis tout à l'heure, quelque part, on a deux solutions dans le syndicalisme. On le sait, il y a deux modes de fonctionnement. C'est très bien. Il y a des structures qui, par nature, viennent dans des négociations sans avoir une volonté affichée de signer un accord. Et le pluralisme syndical est nécessaire. Par contre, de l'autre côté, il y a des organisations qui, de par leurs valeurs, ont la capacité à réfléchir, à proposer, à parfois ne pas être d'accord, mais à chercher des consensus. Et je n'ai pas dit des compromis, et encore moins de la compromission. Mais quelque part, chercher des consensus. Et donc, nous devons encore gagner en influence pour travailler là-dessus. Et travailler là-dessus, ce n'est pas simplement gagner l'influence en disant on va faire 5, 6, 7% de plus aux élections. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour être plus influent. Alors le militantisme de proximité, c'est une solution. Après, c'est la formation. Et donc, je viens à la fin de mon propos. La formation, vous avez compris, l'intervention d'Éric Ledelay hier, en vous expliquant ce que vous connaissez tous. Vous êtes des négociateurs nés, c'est votre métier et vous le faites bien. Mais en vous disant, tiens, il y a peut-être ça que vous pouvez faire, il y a ça que vous pouvez utiliser. Voilà ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est tellement important, l'histoire, ça détermine tout. Voilà ce que vous pouvez avoir de plus. Alors, on ne peut pas le faire comme ça sur un cours de 2 heures et s'arrêter. C'est de se dire que, bien sûr, on va décliner des formations complémentaires qui seront forcément jamais, parce que nous sommes très attachés aux formations de la Confédération et au CFS, mais qui pourront venir sur des compléments, parfois, d'évolution dans le niveau de compétence. Et quand je pense à ça, je veux dire que nous avons besoin de militants qui soient dans le bien-être. Charité ordonnée commence par soi-même. Quand on expose aujourd'hui les difficultés, le burn-out, les problématiques, et voilà, et les problématiques de santé qui peuvent se développer ici ou là, comme vous le savez, nous avons demandé fixe à Malakoff Humaniste, non pas Malakoff Médéric, c'est pas grave. Donc, à Malakoff Humaniste de faire une enquête pour nous auprès de nos militants. Nous avons eu hier, et vous avez eu, c'est ça le plus important, hier, publiquement la réponse. Maintenant, il y a beaucoup de réponses positives, encore une fois, à 80 à 85%. Mais ce qui doit nous interpeller, c'est les 15, les 20. Et on doit travailler, parce que demain, si on veut des militants toujours plus efficaces, eh ben, il faut que ce soit des militants formés, compétents et heureux. Parce que ce n'est pas facile. Votre vie de militante et de militant, c'est tous les jours, au quotidien, réfléchir à de la dimension collective, mais aussi réfléchir à de la dimension individuelle, c'est-à-dire prendre tous les jours, faire l'éponge, et tous les jours, les difficultés, les prendre. Et au bout d'un moment, vous avez les votes de difficultés. Celle de la famille, celle du boulot, et celle éventuellement d'aider quelqu'un. Ça sera mon dernier propos, parce que là aussi, sur le fait d'aider à aider, je pense que toute organisation, la nôtre en premier, doit réfléchir. Il y a un tel, aujourd'hui, déficit des pouvoirs publics. Alors on dit ils engagent des choses, etc. Oui, sans doute. Le résultat, pour bien le connaître, voilà, quand on est touché personnellement par un dossier, vous savez, ça commence à vous faire réfléchir et vous travaillez dessus. Et vous vous rendez compte qu'il y a un travail énorme. Alors si ce n'est pas fait par les pouvoirs publics, si ce n'est pas fait encore par le système assurantiel, nous devons, nous, dans l'univers où nous évoluons, faire des propositions. Il faut qu'on soit en mesure de faire des propositions et d'aider aussi les militants à faire face aux gens qui sont dans la difficulté parce qu'ils sont obligés d'aider. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point on a autour de nous des gens qui vont... C'est une nouvelle difficulté qui n'était pas connue et qui va arriver. Et j'ai l'impression que l'accélération du processus va vraiment causer des problèmes dans notre société et des problèmes de productivité dans l'entreprise et forcément des problèmes sociaux à un moment ou à un autre. Donc il faut y réfléchir et aussi collectivement. Et une fois que j'ai dit tout ça, même si j'aurais voulu dire beaucoup d'autres choses, moi je voulais... au nom de la fédération, non, parce que si je le fais au nom de la fédération, c'est en votre nom à tous que je vais le faire. Mais en tous les cas, vous remercier parce que vous savez, quand on va à un banquet, que ce soit un banquet de mariage, un banquet de communion, de bar mitzvah ou de quelque fête que ce soit, on peut avoir le meilleur banquet du monde. Si jamais on ne vient pas avec l'implication, la volonté d'être heureux, la volonté de repartir avec quelque chose de positif, votre banquet, il est bien, hein, mais finalement, il n'est pas sympa. Vous avez tellement été impliqués qu'on en a fait effectivement un grand moment collectif,
Je vous en remercie. Je vous souhaite par avance un bon retour. Il y a encore 2 petits éléments. Bien sûr, le cocktail déjeunatoire est prêt. C'est le moment de nostalgie. Vous savez, c'est compliqué. Ça y est, vous savez, on sort de cette période d'intensité, cette période qui vous soulève, qui vous empêche de dormir. Bon, hier, il n'y a pas que ça qui m'a empêché de dormir. Mais sinon, vous dire que ce moment-là, il est bien parce que si quelque part dans vos voitures, dans vos trains cet après-midi, vous avez un peu de nostalgie et qu'en même temps, demain, vous dites, je suis reboosté, j'ai entendu des choses. Maintenant, en même temps, ils m'ont promis des choses parce que c'est de l'engagement, on va les attendre aussi. Donc nous, la fédération, on tâchera d'être présents. Les syndicats fédérés le seront avec nous. Et bien sûr, je sais que l'ensemble des sections le seront avec vous. N'oubliez pas une chose, soyez fiers de ce que vous êtes. N'ayez jamais de complexe. Jamais. Et ensemble, osons la différence. N'oubliez pas, il y a Éric Ledelay et Philippe Croison qui continuent à vendre leurs livres. Allez les voir.